Chemin de vie. Épisode 3 du livre 4. Auteur Amar Belmostefawi. Images d'illustration Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute, visionnage et réflexion à vous. Francis. Je me rappelle de ce jour où il a raconté une anecdote. J'étais chez mon coiffeur dénommé Francis. C'était également l'ancien coiffeur du défunt Simon. À chaque fois que je bougeais sur ma chaise, il menaçait de me couper la tête. Je ne sais pas comment ce coiffeur pouvait me supporter. Quand j'étais gamin, mon père m'amenait chez ce professionnel de la coiffure. Je ressortais en pleurant car je ne supportais pas qu'on touche et coupe mes cheveux. Plus tard, j'ai continué à me faire coiffer par cet artisan local qui demeurait à Finvel. Un jour, il avait donc raconté une histoire de cochon à toutes les personnes présentes dans le salon, ce qui m'avait marqué. Un homme fut invité par le propriétaire d'un château pour partager un repas. Ce premier se disait voyant. Le propriétaire des lieux lui proposa de manger un cochon au lait. L'invité, qui se disait médium, affirma que le cochon blanc serait mangé par un loup et que le cochon noir sera dégusté par les personnes à cette table. Le châtelain convoqua le cuisinier et lui ordonna de cuisiner le cochon blanc. À la fin du repas, le propriétaire se moqua du soi-disant voyant en lui disant que sa prophétie ne s'était pas réalisée. L'invité s'esclaffa et demanda à voir le cochon noir. Le châtelain fit de nouveau appeler le cuisinier. Embarrassé, le cuisinier déclara que c'était un loup apprivoisé qui avait commencé à dévorer le cochon blanc quand le cuisinier eut le dos tourné. Pour rattraper son erreur, ce dernier avait cuisiné le cochon noir en urgence. Je ne comprenais pas cette anecdote. Cependant, tous les anciens se mirent à rire. Mon coiffeur me déclara que je déchiffrerais cette histoire un jour. Cela me faisait penser à Simon qui m'ait bien conté des histoires. Je ne saisissais pas grand-chose, car mon père et son vieil ami parlaient en langue arabe. Mon père l'écoutait avec attention. D'après mon paternel, ses récits étaient très intéressants, et il arrivait même que nous rentrions tard le soir. Simon pensait toujours à acheter du chocolat froid pour moi. Il accueillait mon père avec un café soluble qu'il mélangeait à de l'eau chaude. Cette personne, qui possédait peu ou pas grand-chose dans son appartement une pièce, accueillait ses amis le plus simplement possible. Beaucoup de pères de famille le respectaient et adoraient l'écouter. Simon était gaucher comme moi. Lui aussi m'avait raconté qu'il se faisait frapper par le professeur à l'école, car écrire de cette main était considéré comme la main du diable. Du coup, il avait appris à écrire des deux mains. Il était ambidextre. Il parlait souvent de guerre et celle qu'il avait connue. Je pense qu'il faisait référence à la guerre d'Algérie. L'Algérie s'était battue pour son indépendance et elle l'avait obtenue en 1962. Quant à la France, comme d'autres pays européens, elle perdra la sienne en 2040. Je me voyais mal raconter ce type d'anecdote à un repas ou même à une crémaillère. La crémaillère. Thomas emménage avec Stéphanie. Ce n'est pas à moi de porter de jugement sur leur couple, mais cela fait à peine quelques mois qu'ils se connaissent. Maria est également invitée. Nous avons donc décidé de nous y rendre ensemble. Je ne connais quasiment personne à ce petit moment festif, mais c'était l'occasion d'échanger avec d'autres personnes. Dès mon arrivée, je fus surpris par l'ambiance dégagée dans ce petit appartement de 40 mètres carrés. Tout le monde était attroupé sur le balcon afin de montrer aux quelques rares personnes passant dans la rue qu'elles se trouvaient en soirée, invitées à un moment important. C'est du moins le sentiment que j'avais en les voyant sur cette terrasse. Il y avait un couple qui était resté dans l'appartement, à proximité du bar improvisé, et qui paraissait être des extraterrestres par rapport aux autres membres de la soirée. Ce couple paraissait très amoureux et la femme était enceinte. Elle était remarquable avec sa tenue vestimentaire rouge. Elle eut la même réflexion que moi. Est-ce que le balcon allait tenir sous le poids de tout cet attroupement de personnes sur la même surface ? Fort heureusement, par la suite, je n'ai pas eu de retour d'une catastrophe survenant dans cette petite ville, et c'est tant mieux. L'autre chose qui m'a choqué, c'est le comportement de certains hommes. La soirée venait à peine de commencer, qu'il y avait déjà des hommes alcoolisés et surtout incohérents dans leurs propos. Un de ces abrutis m'avait vu arriver en la présence de Maria. Cela ne l'a pas empêché de s'adresser à ma copine avec un certain manque de respect.
Je savais déjà que je n'allais pas faire de vieux os dans ce petit logement à loyer excessif. Maximum 1 heure. Ce genre de personne ne m'intéresse pas. J'ai donc plutôt orienté mes échanges avec le couple d'amoureux et j'ai salué toute personne qui revenait chercher un verre d'alcool à l'intérieur. À chaque fois, Stéphanie en profitait pour me présenter ses inconnus. La plupart étaient ses collègues ou anciens collaborateurs. Il y avait un de ses collègues qui était son ex-copain. Elle me raconta qu'elle l'avait quitté pour Thomas, car son ancien ami avait la fâcheuse tendance à faire des avances à ses copines à elle. Que faisait-il à sa crémaillère dans de telles circonstances? J'avais du mal à comprendre ce que Thomas faisait avec ce genre de fille. Cela ne présageait rien de bon pour le futur. Lui-même était dans un état second tout le temps où je suis resté à cette soirée, enchaînant bière sur bière à la main. J'arrivais de moins en moins à le reconnaître. Quant à Stéphanie, que je considérais comme sa future ex-copine, elle semblait être très distinguée, une flûte de champagne à la main. Elle alternait vin et champagne. Quelle classe! Je les voyais trinquer en se regardant dans les yeux, sorte d'habitude ayant pour intérêt de porter chance. Quand j'ai annoncé à Maria que je quittais la soirée, elle fut étonnée par mon information. J'étais resté 1 heure et cela me suffisait amplement. Maria n'a pas voulu repartir avec moi, préférant profiter de cette soirée pour se changer les idées après une semaine difficile. Comme beaucoup, elle travaillait dur la semaine et elle ne prenait le temps de vivre que le week-end. Elle m'accompagna et descendit les 4 étages. Devant son insistance, j'ai fini par lui expliquer que je déteste ce genre d'ambiance où tout le monde montre sa vraie nature, son vrai visage, sous l'effet de l'alcool. Spontané, je ne ressens pas le besoin de boire pour m'intégrer à un groupe et je ne comprends pas la nécessité de me mettre dans un état second pour m'amuser. Elle me déclara que c'était culturel. Les gens se réunissent autour d'alcool afin de permettre des rencontres et des échanges, sorte de façon pour braver leur timidité, leur peur de l'autre. C'est aussi un moment où, sous l'effet de l'alcool, les personnes refont le monde, les langues se délient. Maria, elle aussi sous l'effet de l'alcool, ne m'écoutait plus. Elle tenta de m'embrasser et je dus la rejeter. Voilà pourquoi je n'aime pas ce genre d'ambiance. Tout le monde fait n'importe quoi. Je le voyais dans son regard. Elle était vexée d'avoir été repoussée. Elle tentera de me le faire payer par la suite. Le lendemain, par SMS, Maria me signala que 2 lourdeaux l'avaient ennuyée toute la soirée. Dès mon départ, ces 2 chasseurs n'avaient pas hésité à s'approcher de cette femme que j'estime. Pendant mon absence, Stéphanie demanda à Maria si j'étais son copain. Maria avait répondu que ce n'était pas le cas. Stéphanie répliqua que j'étais un mec bizarre et que Maria ne devait pas perdre son temps avec moi. Le peu de retour qu'elle avait eu sur moi à travers Thomas lui paraissait impossible. J'avais une vie trop chargée et j'avais trop de vécu pour que mes dires soient réels. En gros, et pour faire simple, j'étais un menteur. Heureusement que Maria possède un minimum de caractère et qu'en général, elle n'écoute pas les personnes qui se disent son amie et de bons conseils. C'est du moins ce que je croyais. Je ne m'étais pas totalement trompé concernant ce genre d'individu. Le pire restait bien à venir. Mais pour cela, il faut remettre les choses dans son contexte. Le contexte de la 4e guerre mondiale. La Chine, les États-Unis et la Russie l'ont bien compris. Ce sont les plus grandes puissances du monde. En quelques années, la France va devenir une société de services de tourisme, laissant la place aux autres pays émergents afin de sous-traiter la partie industrielle. Les taxes étant moins importantes, les entreprises françaises seront en majorité délocalisées dans des contrées d'Asie. Au début, la qualité n'était pas au rendez-vous. Tout produit français était imité et était considéré de piètre qualité. Cela concernait des jouets en plastique des voitures. Mais à force de travail, les produits sont devenus de meilleure qualité et même mieux. Ces produits étaient fabriqués en Asie, provoquant ainsi la disparition définitive des grands sites industriels en Europe et même dans le monde. Le textile est l'un des nombreux exemples. La téléphonie aussi. Voici la synthèse des 3 décennies qui ont provoqué l'externalisation de la fabrication de produits en passant par l'Asie. Au début, il y avait donc le prix avantageux au mépris de la qualité. Ensuite, il y a eu la qualité au moindre prix, les fameuses imitations.
La réglementation et les normes ont tenté de ralentir l'explosion des produits asiatiques. Enfin, il y aura ce que j'appelle le non-retour. Des pays d'Europe et du monde vont préférer l'import de produits asiatiques plutôt que de fabriquer leurs propres biens. L'Asie est devenue l'usine du monde. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, les charges, surtout celles du personnel, ne vont cesser d'augmenter. Les taxes seront toujours plus grandes. Il sera donc plus rentable de sous-traiter la fabrication plutôt que de fabriquer en France, en Europe. En 30 ans, l'Asie, qui était communiste, est devenue capitalistique. Petit à petit, l'Asie va faire son nid. Présente sur tous les continents, elle aura la capacité de répondre rapidement aux attentes de ses clients, profitant de cette opportunité pour rattraper son retard et ainsi améliorer ce que l'on appelle l'effet d'expérience. Cela me fait penser à la dialectique du maître et de l'esclave. Le soi-disant maître va devenir esclave de l'esclave. Ou si vous préférez, la dépendance matérielle des pays du monde deviendra de plus en plus importante par rapport à l'Asie. La deuxième chose responsable de cette quatrième guerre mondiale sera le mensonge. Encore une fois, les dés étaient pipés. On nous a menti. Les accords de Bretton Woods, 1944-1971, étaient indexés sur l'or. Par la suite, à partir de fin 1971, les devises ont donc pris la place de l'or. L'Europe, ou si vous préférez l'Union européenne, a été créée le 1er novembre 1993. Le franc a été remplacé un peu plus tard par l'euro le 31 décembre 2001. Le pouvoir d'achat des Français allait diminuer, l'inflation ayant joué son rôle. Cette comparaison des revenus et des prix, le fameux pouvoir d'achat, allait provoquer la diminution des denrées alimentaires présentes dans le caddie du citoyen lambda. L'équivalent de 100 francs ne permettait plus d'acheter la même chose avec 15 euros. Le Français sentait se profiler quelque chose, sorte d'arnaque à grande échelle, encore plus indolore que la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Entre-temps, il y a eu la privation des banques françaises dans les années 1990. C'est le début de la fin de la confiance entre clients et les banques. Né en 1980, j'ai vécu toutes ces périodes. J'avais récupéré ce livre, j'avais à peine 8 ans. Comment de telles informations pouvaient-elles être contenues dans ce fameux livre L4 antérieur à 1988 ? Pour synthétiser, il y a eu et il y aura une dépendance de plus en plus importante de la vieille Europe par rapport à l'Asie, des révolutions bancaires reposant sur un marché financier semblable à un château de cartes et fictif, des virus tels que le coronavirus en 2020, provoquant une hausse des prix, un chômage explosif et une crise financière durable, une population vieillissante provoquant ainsi la mise en place de la loi E70, une coupure électrique mondiale, TGBO. Tout cela n'a pas eu lieu sans l'avidité et l'ego démesuré des gouvernants. Ce qui m'avait surtout donné la puce à l'oreille, c'était le passage des années 1980-1990 aux années 2000. Cette transition du XXe siècle au XXIe siècle a marqué le passage à une nouvelle époque. Certes, chaque année a fait l'objet de son lot de catastrophes, mais demandez à n'importe qui ayant vécu dans les années 80 et 90 la joie dans le regard des gens. Il y avait des lieux de rencontre, les bars, les restaurants, les discothèques, les petits commerces. La population s'amusait, sortait les week-ends tous les week-ends. Avant, les enfants jouaient dehors. Cela va changer de manière spectaculaire. À partir des années 2000, c'était fini. Les entreprises des nouvelles technologies, le téléphone portable, les programmes TV, Internet ont définitivement changé les gens. L'individualisme a pris le dessus sur le collectif. La vie réelle est donc passée au virtuel. C'est une nouvelle époque. Les lois votées par la démocratie représentative ont rendu les hommes et les femmes encore plus suspicieux sur un avenir incertain. Une solution était pourtant simple. Passer à une démocratie directe en votant ses propres lois en un clic grâce à Internet. L'Assemblée nationale et le Sénat auraient disparu aussi vite que l'invention des tatous, beepers de poche.
Les quelques rares manifestations telles que les Gilets jaunes en 2018 ne vont servir à rien. Pourtant, à cette époque, en 2019, il sera encore temps de réformer le système. À partir de 2020, cela sera trop tard. Le retour en arrière deviendra impossible. Le système sera pris à son propre piège. La faute à qui? Heureusement que j'aurais voyagé, profité de ma jeunesse et eu plusieurs expériences avant cette période. L'un de mes meilleurs moments fut en 2008, lorsque je suis retourné à Saint-Tropez la même année, en compagnie d'Erwan et de Pedro. Vacances avec Erwan et Pedro à Saint-Tropez. Après avoir travaillé en tant que saisonnier à Saint-Tropez en 2004, anecdote que je vous partagerai plus tard dans ce récit, il était temps pour moi d'y retourner tel un touriste. À cette époque, en cette période estivale 2008, j'étais dans l'expectative. J'avais passé 4 entretiens et une série de tests afin d'entrer dans la banque de détail en finance d'entreprise. Le recrutement avait mis 4 longs mois. Je n'y croyais plus vraiment. Je ne pensais pas être retenu pour ce poste. Aussi bizarre que cela puisse paraître, après mon Master 2, c'est-à-dire en 2006, j'avais travaillé sur des matériaux innovants. Fin 2007, je venais tout juste de perdre mon associé, ingénieur de formation, avec lequel je développais un processus innovant. Un matériau qui résiste à de fortes températures, de manière continue, le chaud comme le froid, et surtout qui permet à une personne de porter un vêtement ayant pour particularité de rendre quelqu'un furtif. Aucun animal n'avait été retrouvé mort sur les lieux de l'accident et l'ingénieur avec qui je travaillais n'a jamais pu me dire ce qu'il voulait m'annoncer de vive voix la veille de ce tragique malheur. Le mystère demeurait par rapport au secret qu'il souhaitait me délivrer. D'après les témoins, mon associé était décédé après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Il avait mis un coup de volant pour éviter un animal qui traversait la route. En 2008, j'avais donc rebondi professionnellement et postulé dans le milieu bancaire afin d'apporter mes compétences pour des grands groupes dans le financement industriel. Avant de reprendre mon nouveau travail en septembre 2008, je suis descendu avec un de mes amis d'enfance, Erwan, rejoindre son parrain à Saint-Tropez en période estivale. Nous avions un peu d'argent de poche. Moi, en tout et pour tout, j'avais 240 €, donc pas grand-chose dans mes poches pour tout le séjour. Vous ne faites rien avec un tel montant dans le sud de la France. Impossible. Mais j'étais confiant. Nous sommes descendus en train. Durée du trajet, 7 heures. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, nous sommes arrivés en gare de Fréjus. Son parrain, Pedro, est venu nous chercher. La durée de notre périple fut de 3 semaines. En fin de séjour, je n'ai payé qu'un petit déjeuner au port de Saint-Tropez, qui m'a coûté un peu plus de 40 € pour 3 personnes. Cette ville n'accueille que les gens riches ou les curieux. Certains restent plus longtemps que d'autres pour passer des vacances. À la base, il est clair que je n'avais largement pas les moyens de passer des moments festifs dans cette contrée. C'est grâce à Pedro et à Erwan que j'ai pu passer des moments inoubliables au soleil. Avec Pedro, nous avions accès aux meilleures tables, alors que j'avais un budget plus que limité. Nous nous sommes retrouvés dans des situations dignes d'une fiction. Cela fut des moments exceptionnels. Nous avons pu avoir accès à des endroits que jamais nous pensions y entrer un jour. Chaque situation est ancrée dans ma tête. Malheureusement, à un moment, il a fallu quitter le sud de la France et remonter dans le nord-est. Pedro n'en avait pas du tout envie et je le comprends. Moi, je venais d'obtenir mon poste en banque. Un appel du recruteur avait fait écourter mon séjour. Eux aussi, ils devaient remonter pour des raisons professionnelles et personnelles. Nous avons tout de même traîné des pieds pour remonter dans le nord-est de la France, trouvant toutes les excuses possibles pour rester dans le sud. Notre première escale fut à Salon en Provence. Allez savoir pourquoi. C'était au même endroit où j'étais tombé en panne de voiture quelques années plus tôt, en 2004. Je vous raconterai aussi cette anecdote plus tard dans mon récit. Nous y avons déjeuné au centre-ville, à proximité d'une église. En attendant de repartir, Erwan et moi, nous nous sommes dirigés comme par automatisme dans l'église la plus proche. Cette dernière avait attiré notre regard. La porte étant ouverte, nous y sommes entrés. Nous avons pu y voir ce qui semble être une tombe. Sur la plaque commémorative,
il y était inscrit que la personne voulait être enterrée à la verticale. Cela nous avait marqué, mon ami et moi. Nous avions déjà connu d'autres situations originales, Erwan et moi. Une fois, du côté de Pont-à-Mousson, nous roulions et en plein milieu de nulle part, dans la campagne, nous avons fait face à un loup qui était au centre de la chaussée. Mon ami et moi, nous nous sommes questionnés afin de valider ce qui se présentait devant nos yeux. Le loup est resté un bon bout de temps au milieu de la route avant de disparaître. Quand nous en avons parlé à des personnes du coin, ils nous ont dit que cela était impossible. Nous étions à une distance trop importante des Vosges pour croiser ce genre d'animal. Le mystère restait complet. Nous n'avions pas eu le réflexe sur le coup, mais peut-être aurions-nous dû suivre ce qui s'apparentait à un loup. Quoi qu'il en soit, cette église à Salon en Provence avait marqué notre esprit, surtout cette tombe dans laquelle un homme avait été enterré à la verticale, afin d'éviter de se faire piétiner par ses semblables. À l'époque, ces derniers devaient déjà être sûrement jugés comme incompétents aux yeux de cet individu enterré. Incompétence. C'est le maître mot, l'incompétence criante de nos dirigeants. Devant les télévisions du monde, ils finiront par mentir aux citoyens en les fixant droit dans les yeux. S'ils se trompent, c'est une chose. Mais s'ils commencent à dire une chose une semaine, et que la semaine d'après ils vous disent tout le contraire, comment les croire, leur donner du crédit? Que vont penser les autres pays? Certains États vont ouvertement se moquer de nos gouvernants. Certains y verront la fin d'une organisation. D'autres vont comprendre qu'une opportunité se profilera. La plupart des politiques ne penseront qu'à une chose, leur avancement, garder des avantages financiers qui leur sont propres. L'expression « faites ce que je dis mais pas ce que je fais » prendra tout son sens. À partir des années 2000, la prévention a laissé la place à la répression. Tout et tout le monde a été taxé. Bien évidemment, il y a eu quelques cas en juillet 1992 avec la mise en place du permis à points. Mais en 2003, on arrivera à la genèse des radars automatiques. Après avoir supprimé la vignette automobile en 2000, il faudra taxer d'une autre manière l'automobiliste. Le radar sera une façon de tenir le conducteur comme responsable des accidents, de sa vitesse, de la pollution atmosphérique. L'hypocrisie française sera en marche. Je parle d'automobile car c'est un exemple parlant. Les problèmes financiers économiques seront liés au comportement de la population par rapport aux autres individus. Les élus ne voudront en aucun cas être à l'origine de cette répression. Pensez bien que les politiques vous diront que c'est pour votre bien. Ce sera juste une façon comme une autre de taxer les classes moyennes et les moins avantagées. La voiture, tout comme la maison, est synonyme de gouffre financier. Elle est et elle sera indispensable pour que Monsieur Tout-le-Monde puisse continuer à entretenir sa vie d'esclave. Chaque étape constitue un coût. Quand vous passez le permis, il faut ensuite faire l'acquisition d'une automobile, payer la carte grise, payer l'assurance, mettre le plein, payer les contrôles techniques, réparer, réaliser les entretiens, échanger les pièces usées, payer l'autoroute, les éventuelles amendes, les PV, procès-verbaux, et stages de récupération de points. Combien de milliers d'euros avez-vous dépensé par an? De plus, l'État avait remarqué qu'à chaque moment de grève, de panique, le citoyen avait tendance à montrer sa dépendance à son véhicule. Beaucoup habitaient à l'extérieur des grandes métropoles, les loyers de ces dernières n'étant pas à la portée de tous. Dès qu'une crise se profilait, beaucoup fonçaient à la pompe à essence. En France, l'État taxe le carburant à plus de 80%. C'était donc l'opportunité d'augmenter le prix du gasoil ou de l'essence dès qu'une grève se profilait. Une autre dépendance n'a fait que se montrer à jour, celle à Internet. La taxe sur l'audiovisuel ne suffisant plus, il faudra taxer les propriétaires d'ordinateurs et de téléphones portables. Il sera en effet impossible de se passer de ces technologies. Nous en deviendrons beaucoup trop dépendants et même accros pour communiquer avec nos proches, être joignables, trouver un emploi, partager nos émotions sur les réseaux sociaux ou épier la vie des autres. Eux l'ont compris, surtout lorsque nous serons soumis à la coupure électrique mondiale, TGBO.
Nous deviendrons des drogués de ces objets de consommation. Je n'aborde pas le sujet de l'alimentation avec les ajouts de sucre et le sel ajouté dans tous les plats. Il y aurait trop à développer sur ce sujet. La scolarité n'a pas été exclue. Si vous faisiez de longues études, vous étiez censé avoir un bon travail. C'était en fait un leurre. L'université aura de grandes chances de vous faire atterrir dans une impasse professionnelle, surtout autour de 2010. L'école de commerce, payante, vous permet d'obtenir un réseau et donc un bon travail bien rémunéré. Du moins, vous aurez accès à un travail pour enfin payer votre crédit étudiant. Les grandes écoles resteront réservées aux castes. Ce sont des personnes, des notables, qui placent leurs enfants dans ce type de cursus, leur permettant de devenir députés, ministres, directeurs de sites industriels. Tous sont cooptés et il faut montrer patte blanche pour rentrer dans ce milieu réservé à l'élite et qui reste très fermé. Cette dernière catégorie ne se marie qu'entre elles et ne se mélange pas. C'est celle qu'on nomme la classe dirigeante. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la plus intelligente, celle qui fait preuve de plus de bon sens. Bien au contraire. Cette classe se rencontre autour de certaines activités supposées raffinées ou faisant appel à certaines conditions financières. On peut reconnaître ces individus par rapport à leur gestuelle ainsi que leur tenue vestimentaire. Même le patrimoine est mis en avant. C'est à celui qui étale le plus sa science en utilisant des mots, un vocabulaire pour passer pour des gens cultivés, différents des autres. Ce n'est qu'un trompe-l'œil. On va le voir lors de la coupure électrique mondiale. Beaucoup ne sauront même pas se servir de leurs mains ou se faire cuire un œuf. Ces personnes vont tuer le système. Elles ne vont pas apporter de dynamique à la société. Cette caste aurait dû se mélanger aux plus forts, aux plus résistants par rapport aux phénomènes contingents, tant sur le plan physique qu'intellectuel. Mais pour ces gens, ce qui a primé, c'est le portefeuille de la personne rencontrée, sa condition sociale et salariale. Leur objectif premier, s'accaparer le maximum de richesse. Peu importe la culture, l'éducation, la religion, cette caste française va préférer empocher l'argent, garder pour elle l'euro, au lieu de favoriser d'autres qualités chez une personne, telles que la persévérance, l'expérience, le vécu, la réussite à travers de nombreux échecs, la capacité à faire face à un problème, s'adapter à son environnement, protéger sa famille des difficultés. Sans entrer dans des conditions religieuses, un être éprouvé a plus de choses à raconter, partager, transmettre, plutôt qu'une personne qui n'a jamais fait face à un mur ou à des obstacles. J'ai déjà vu de mes propres yeux des personnes tomber dans la dépression après avoir eu un refus pour un poste à pourvoir lors d'un entretien d'embauche. Pour ma part, j'avais essuyé de nombreux revers. Je n'ai pas chuté dans la mélancolie, au contraire. C'est à ce moment que j'ai compris que toutes ces épreuves que je jugeais comme étant un manque de chance pour moi étaient en fait, à l'inverse, une façon de m'endurcir pour le futur. Toutes ces expériences m'ont rendu et vont me rendre indépendant. J'ai toujours accepté et fait face à l'échec. En sport, en compétition, j'ai perdu à de nombreuses reprises avant de commencer à enfin gagner. On apprend de ses erreurs, même si certaines doivent être évitées. Ceux qui nous ont dirigés et qui vont continuer à le faire n'ont jamais été soumis aux mêmes contraintes que nous, et le jour où cela va leur arriver, ils vont se retrouver au dépourvu. Ils ne se sont jamais battus pour quoi que ce soit, obtenant tout ce qu'ils désiraient, sorte d'individualisme méthodologique. Dans leur avidité, ils ont oublié de partager, ne laissant que les miettes au peuple. Le retour de bâton leur pendait au nez. La bourgeoisie n'allait plus être. L'histoire est écrite par les plus forts et elle oublie les plus faibles. Ils vont l'apprendre à leurs dépens. Simon, qui avait fait la guerre, aurait pu confirmer les dires de ce livre portant sur la 4e guerre mondiale. C'est la fin de l'épisode 3 de ce livre 4. Pour vous, est-ce qu'il y a un lien entre l'histoire de Francis et le loup que croisent le narrateur et son ami? Connaissez-vous des personnes enterrées à la verticale? Pensez-vous que le couple Thomas-Stéphanie va durer? Avez-vous un don de voyance ou de clairvoyance? Pensez-vous que l'Asie va, ou a déjà, dépasser les grandes puissances économiques?
La France en sort-elle fragilisée? Sommes-nous dépendants de la Chine? À quel niveau de dépendance? Peut-on parler de l'incompétence de nos gouvernants par rapport aux situations passées, actuelles et futures? Quelle est l'image de la vieille Europe, de la France, par rapport aux autres pays? La caste dirigeante française a-t-elle montré au grand jour ses faiblesses, son manque de dynamisme et donc sa perte à terme? Le prochain épisode parlera de Simon, de Maria et Stéphanie. Il y aura aussi d'autres thèmes abordés. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt.